ce qu'il faut savoir avec Daniil, et j'ai cette image depuis très longtemps, c'est que je suis un funambule sur une corde à 300 mètres de hauteur et en train de tenir de la TNT en fait. Et je dois gérer ça au quotidien, faire attention à ce que à gauche ça me tombe pas de la main, à droite ça me tombe pas de la main. Voilà ce que je dois gérer au quotidien. Salut Gilles, comment ça va? Écoute Alizé, ça va très bien, merci. On est à la Mouratoglou Tennis Academy et vous commencez la préparation foncière avec Daniil. C'est la 6e ensemble si je me trompe pas. Ça fait 6, exact. Et qui fait partie de cette préparation alors? Qui a qui dans la team? Alors Daniil joue au tennis, c'est le joueur, c'est le pilote. Moi je suis l'entraîneur, le copilote. Et ensuite, Eric Hernandez, qui est le préparateur physique, Yann Lemeur, qui est le sport scientist, et Gaëtan Baudet, qui est le physio. Et puis, je peux même rajouter Paul Lochelon, qui est son ostéo. Et j'espère que j'ai oublié personne. Si, Carl Willem, qui est le médecin de Daniil. Sport scientist, c'est quoi? Alors, sport scientist, c'est quelqu'un qu'on a fait, que j'ai fait rentrer dans l'équipe en la première préparation, donc 2017-2018. Et c'est quelqu'un qui s'occupe en fait d'aider tout le staff technique, c'est-à-dire je vais dire moi et Eric, à réfléchir sur toutes les charges d'entraînement, pouvoir bien quantifier nos charges d'entraînement, plus l'aspect sur la nutrition aussi. Il a un rôle En fait, il a un rôle d'intermédiaire dans plein de domaines de la performance. Au début, on a commencé, comme tout le monde, tu fais des entraînements, tu essaies de savoir ce que tu mets dans tes entraînements et surtout comment le quantifier. Je parle sur le plan physique notamment. Et lui nous a permis par exemple de nous diriger vers des méthodes de GPS, de tracker, etc. pour pouvoir avoir des données objectives sur nos entraînements et rendre l'entraînement le plus précis possible en fait. En gros, il faut comprendre qu'on va réfléchir à ce qui se passe en match pour en tirer des repères ensuite, et avec ces repères, on va construire notre entraînement en fait. En match, contre Nadal à l'Open d'Australie, il fait 350 accélérations, décélérations, donc ça a quand même un coût physique. Il faut pouvoir préparer Daniil pendant l'entraînement, pendant les périodes d'entraînement, à ce qu'il puisse encaisser ces charges-là. Donc il nous faut des repères qu'on peut quantifier. Donc à chaque fin de journée et chaque semaine, on sait combien on en a fait pour se dire ok, on est dans le quota qu'on voulait atteindre pour le préparer à cette charge-là, ou on n'y est pas. Et dans ce cas-là, il faut revoir ce qu'on a mis dans l'entraînement pour arriver à ce qu'on veut, quoi. Ça ne pourra jamais être 350 pareil que pendant le match, on est d'accord? C'est très difficile, effectivement. On arrive à s'en rapprocher, mais c'est compliqué parce que... Tu ne peux pas trouver Rafael Nadal à l'entraînement. C'est difficile. Même à 2 contre 1, c'est difficile. Mais bon, on s'approche de ce qu'on veut pour pouvoir aller au bout d'un grand chelem. Parce que c'est aussi ça la question, c'est de se dire, si tu veux gagner un grand chelem, tu sais que relativement... quart demi-finale, tu vas jouer probablement les meilleurs joueurs du monde. Et donc, c'est quand même très rare que tu puisses gagner en 3-7 secs. Tu sais que tu vas passer par des moments qui vont coûter. La preuve, Daniil, quand il a joué cette année en 2022, Félix, 4 heures et quelques de match, Tsitsipas, 4 heures de match et Rafa, 5h25 de match. Ouais, quand je vois ça, je me demande tout le temps comment c'est possible, comment ils récupèrent les gars. Grâce en fait, à cette construction depuis des années, parce qu'avec Daniil, ça a été vraiment une construction sur 4-5 ans, où nous, dans l'équipe, on a pu voir qu'on se posait la question de ok, on veut l'amener à tel niveau. Pour arriver à tel niveau, et notamment à performer dans les grands chelems, il faut être prêt à jouer des matchs en 5-7. Et ces matchs en 5-7, ça se construit sur plusieurs années en fait. Et pas sur une année à faire une période d'entraînement de 3 semaines ou 4 semaines en préparation foncière. Tu sais que c'est pas assez, il faut avoir ce bloc-là et toute la continuité tout au long de l'année des tournois.
sur plusieurs années en fait. Et moi, en tant qu'entraîneur, c'est ce que j'ai pu voir comme densité et construction de travail qui a pu l'amener à être capable d'encaisser ces matchs-là. Et puis après, quand l'expérience fait qu'ils l'encaissent une fois, une deuxième fois, une troisième fois, et ils sont prêts, s'habitue. Voilà, exactement, tu t'habitues. Tu ne peux pas sauter les étapes. Non, c'est ça. Là, et donc, il faut vraiment réfléchir en termes de construction. J'imagine qu'après la saison incroyable 2021, quand vous avez gagné l'US Open et qu'il a fini il a passé une bonne première partie de 2022 numéro 1 mondial, et la saison 2022, j'imagine, n'a pas été à la hauteur de vos attentes, puisque vous n'avez pas gagné le Grand Chelem, pas de Master 1000, et il finit à la 7e place mondiale après le Masters. Ouais. Quels objectifs vous abordez cette nouvelle saison ? Écoute, déjà, merci de remuer le couteau dans la plaie. C'est mon travail. Ouais, merci. Effectivement, pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre après la saison 2021, ou même le début de saison 2022, puisqu'il fait finale en Australie, et que derrière, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Après, c'est une saison grosse saison, et en général c'est aussi quelque chose qu'il faut digérer. Maintenant, pour la saison 2023, c'est de pouvoir faire un bilan de tout ce qui s'est passé et de voir tout ce qui est possible d'améliorer pour pouvoir avoir les mêmes ambitions, parce que quand on voit Daniil sur le Master qui a pas, c'est le seul qui n'a pas gagné un match, mais où finalement dans chaque match il est en position ou en mesure de gagner. Bon, Daniil a quand même un niveau de jeu où tu dis à tout moment il est capable de gagner n'importe quel tournoi. Donc voilà, il faut faire en sorte que ça se produise l'année prochaine en essayant de bien identifier ce qui n'a pas permis de le faire cette année, quoi. Vous l'avez déjà identifié ou vous l'avez pas encore On est en train d'y réfléchir. Il s'est fait opérer, il ne faut pas oublier que c'est quand même quelque chose d'important. Il y a eu une coupure avec Wimbledon. Après, je ne vais pas rentrer dans certains détails qui sont plus intimes à l'équipe. Et ces choses-là, au fur et à la fin, tu peux te dire là tiens, il y a quelque chose il y a des choses qui auraient pu aider pour faire une meilleure saison, quoi. Quand on a le niveau qu'a Daniil à 26 ans maintenant, le top du top niveau, numéro 1 mondial, vainqueur de Grand Chelem maintenant, est-ce qu'à ce moment-là, on renforce ce qu'on sait très bien faire, ou est-ce qu'on cherche encore à ajouter des choses dans son jeu qu'on pourrait penser manquantes ? Écoute, pour moi, c'est les deux en fait. À appuyer sur ce qui génère ce sentiment de confiance, de bien-être et de certitude, clairement, et en tout cas chez Daniil. Et en même temps, parce que normalement, au très haut niveau, tes adversaires quand même ont un œil sur les axes ou les endroits où ils peuvent aller te titiller pour gagner des points. Et il y en a clairement. Tu te dis, ça serait quand même bien de réduire la marge de manœuvre que peuvent avoir tes adversaires sur certains points, quoi. Et là, tu penses à quelque chose en particulier ? Oui, mais pareil, je ne vais pas te dire. J'ai tenté. Tous les fonctionnements coach-joueur sont différents. Et le joueur peut attendre 1001 choses d'un coach. Tout le monde a un fonctionnement différent. Comment tu définis le vôtre ? Alors, c'est très juste. Et d'ailleurs, avant de répondre à ça, et à un moment donné, je me suis demandé, je vais peut-être le faire, et peut-être que vous allez m'aider à le faire, c'est de questionner tous les joueurs et leur demander ce qu'ils attendent d'un coach, en fait. Parce que chacun, j'imagine, dans mes réflexions, je me disais, je demanderais à Gaël, mon fils, je pense qu'il me donnerait une réponse totalement différente d'un autre. Et parce que c'est, je pense, quelque chose de très intéressant. Notre fonctionnement, déjà, j'ai envie de dire que c'est un fonctionnement évolutif aussi. Je dirais qu'entre le moment où j'ai commencé avec Daniil et aujourd'hui, je peux remarquer que c'est pas le même. Et je sens que moi, je dois être conscient de ça par rapport à ce que je ressens de Daniil, dans ses réactions, sur le court ou en dehors, pour être capable de capter que, tiens, ce qui marchait avant ou ce que je faisais avant, aujourd'hui, c'est plus ce dont il a besoin. C'est pas évident de donner des exemples précis. Je vais quand même en donner un qui, pour le coup, celui-ci est assez récurrent. C'est Daniil, quelqu'un sur le court où ça peut arriver qu'on ait très peu de communication, en fait. À l'entraînement ou même en match, et ça va passer par beaucoup d'attitudes, beaucoup de postures énergétiques de ma part, en fait, et de questionnement, en fait. Et ça, tu l'as compris au fur et à mesure parce que tu le connais bien ou parce qu'il te l'a exprimé ? Parce que je le connais bien
et que je suis assez sensible à ça aussi, probablement. Je suis assez respectueux de l'énergie et du fonctionnement de chacun, en fait. Et donc, très vite, j'ai remarqué avec Daniil, j'ai une expérience avec lui à Ilkley pendant un Challenger. C'était mon mon deuxième tournoi avec lui. La veille de son premier match, on se pose pour faire un briefing. Tu sais, en tant qu'entraîneur, tu veux parler aux joueurs, etc. Et tu veux lui dire les objectifs que tu as à lui donner, des trucs comme ça. Enfin, ça part d'une bonne intention. Et là, je suis face à quelqu'un qui me regarde et ça dure 25 secondes. Et ça peut s'arrêter là, en fait. Et là, je me dis, mais en fait, ça n'a aucun intérêt. J'ai dit ce que moi, je voulais dire, mais en fait, il écoutait complètement. Mais je me rendais compte qu'il écoutait parce qu'il était bien élevé, bien éduqué, et que grâce à cette éducation, entendre, mais j'avais l'impression que ça servait à rien, quoi, parce que lui peut-être pensait différemment, avait une autre vision, etc. Et tout de suite, je me suis dit, après ce débriefing, parce que là, j'avais pas les ressources à ce moment-là, pour rebondir tout de suite, je suis rentré dans ma chambre, je pense, et je me dis, oula, là, il va falloir que je revoie complètement ma façon de l'approcher, de l'aborder, parce que donner ou dire il faut faire, en tout cas avec lui, ça ne marchera pas. Et donc, j'ai mené ma barque et mon chemin d'entraîneur-coach avec lui à partir de ce point-là, en fait. Donc, c'était souvent des essais-erreurs. Souvent, je me re-questionnais, j'essayais d'analyser, de me faire mes propres feedbacks en me disant « Là, j'ai eu cette réaction en réaction de ce que moi, j'ai cherché à apporter. » Donc, bon, ça a fonctionné, donc tiens, très bien, ça, je vais m'en servir. Ou ça n'a pas fonctionné, comment j'aurais pu faire différemment. Voilà, donc ça a été que des trucs comme ça, en fait. Donc ça passe par beaucoup d'adaptation de ta part, beaucoup d'observations, d'ajustements, mais pas forcément la communication. C'est toi qui dois être à l'affût un peu de ce que tu fais. À l'affût, évidemment. Après, il y a de la communication, c'est-à-dire qu'on a quand même des discussions où moi, je vais dire à Daniil, je pense ça, je vois ça, etc. Toi, quel est ton point de vue? Et on a des échanges quand même, bien entendu. Mais c'est quelque chose de très... qui prend aussi une forme de non-verbal, en fait. Voilà. Beaucoup de body language. Ouais, body language et aussi de questionnement. C'est quand même, ça, c'est pas du non-verbal, mais du questionnement. Je vais aller dans le questionnement pour aller chercher Daniil et pas du... dois faire ci, tu dois faire ça. Voilà, ça marche pas. Et ça marche pas. Et je pense qu'avec les meilleurs, je pense que ça marche pas, en fait. Ou alors, ça marche pas et aussi, il faut le remettre dans le contexte, ça marche peut-être pas avec quelqu'un comme moi qui n'ait pas été à un haut niveau, qui n'ait pas été top 10, par exemple, où, de fait, la parole de quelqu'un qui a été top 10 en tant que joueur va être prise différemment. Mais avec Daniil, même, j'ai envie de dire, ça ne marcherait pas. Je vois quand on était en ATP Cup, par exemple, en 2020, avec Marat, où pendant le match, il pouvait dire des trucs, des infos à Daniil. Il disait, mais qu'est-ce que tu me racontes, quoi, avec Marat qui a été numéro 1 mondial. Ouais, tu vois, donc c'est son fonctionnement-là. Après, je ne dis pas qu'il ne prend pas des infos qu'on peut lui donner et qu'il va identifier comme pertinentes. Ce n'est pas non plus ce que je veux dire. C'est juste que ce n'est pas notre mode prioritaire, j'ai envie de dire. Et donc ça, c'est plutôt votre fonctionnement par rapport au tennis sur le court. Et en dehors du cours, parce que c'est pareil, il y en a qui font petit-déj, dîner toute la journée ensemble. C'est pas du tout notre cas avec Daniil. Je vais dire sur une semaine, ça peut nous arriver de déjeuner ensemble tous les jours. Ça peut nous arriver de déjeuner ensemble 2 jours. Et ça peut nous arriver de jamais déjeuner ensemble ou dîner. Voilà, on est assez tranquille avec ça. Il n'est pas là à me demander, Gilles, il faut que tu sois là tout le temps. Et moi, pareil. Voilà, Et depuis qu'il est devenu papa, ça a changé quelque chose ou pas ? Qu'il y ait une autre personne de plus dans le système, mais sinon, pour l'instant, c'est pas le cas. Je trouve que les joueurs font progresser aussi leur entraîneur. Tu trouves que ça a été le cas avec Daniil ? Un joueur fait progresser un entraîneur si l'entraîneur est prêt à évoluer aussi, clairement, qu'il n'a pas des certitudes, ce qui n'est pas mon cas. En tout cas, je ne pense pas. L'histoire avec Daniil a commencé en 2014. Quand il est arrivé en 2014, il avait 18 ans. Il était 13e mondial junior déjà. Donc il était déjà quand même avancé. Et ensuite, 2015, j'ai fait un premier tournoi avec lui. C'était presque un imprévu parce que c'était pas moi qui étais censé partir avec lui sur le tournoi de Marseille pour les qualifs. Ensuite, 2016, j'ai commencé à partir un peu plus avec lui parce que dans notre organisation de l'association et d'entraînement, on était 3 entraîneurs. Donc
Je suis parti sur les tournois sur gazon, Astana, donc un challenger en été, donc très peu de tournois, je crois 3 tournois cette année-là. Et 2017, comme j'étais entraîneur en binôme à l'époque, j'ai commencé à partir beaucoup plus. Et à partir de l'été 2017, Daniil donc m'a demandé d'être son entraîneur et après l'US Open. Et voilà comment ça a commencé. Là, à partir de là, je suis devenu référent numéro 1. Et donc je lui ai demandé à Daniil, ok, mais quel champ d'action tu me laisses en fait pour que je sache. Il me dit, écoute, tu as carte blanche. Et donc à partir de là, en ayant carte blanche, j'ai mené ma barque en tant que manager de son accompagnement, enfin de son projet. Je savais avant, par rapport à mon expérience que j'avais eue aussi avec d'autres joueurs en privé, que manager un projet de A à Z, en fait, c'était quelque chose qui m'habitait en fait. Voilà. Et donc quand il m'a donné ces cartes blanches, j'ai tout entre guillemets tout créé autour de lui, de son équipe, l'équipe qu'il a aujourd'hui, etc. quoi. À part Eric qui était déjà son préparateur physique, mais même je gérais tout au niveau de la gestion des réflexions, de l'entraînement, de la préparation physique en tant que manager pour construire l'ensemble en fait. Voilà. Qu'est-ce qui l'a fait progresser ? Regarde ce que j'ai pu dire, ce deuxième tournoi avec lui m'a fait tout de suite comprendre qu'il fallait que j'évolue dans ma posture et mon coaching avec lui. Et donc il m'oblige à m'interroger dans le sens à qu'est-ce que moi je dois faire pour que lui performe et comment je dois être pour que lui soit dans les meilleures conditions en fait. Donc c'est un peu le leitmotiv que je vais avoir tout au fond de ma tête en permanence en fait. Voilà. Après, je vois des trucs, il y a des choses qui peuvent marcher, où lui peut demander et puis je peux ne pas être d'accord avec lui aussi en lui disant ça c'est débile ton truc là. Et donc vous parlez toujours en français à l'entraînement avec Daniil ? Toujours. Au début quand on a commencé, quand on était à l'étranger, je voulais pas que les gens entendent et comprennent ce que je pouvais lui dire. Donc si je parlais en anglais, tout le monde comprenait. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à parler en français à Daniil, pour pas qu'on comprenne. Donc tu l'as obligé à apprendre le français. En quelque sorte. Et lui, pas en 2 mois, mais c'est allé à une vitesse incroyable. Quand tu commences, tu peux te dire être entraîneur, c'est des méthodes d'entraînement. C'est déjà, tu te rends pas forcément compte de la dimension coaching et relationnelle, combien cette dimension-là est importante et peut-être même capitale dans la réussite d'un binôme. Qu'un entraîneur doit pouvoir garder sa personnalité et en même temps être très adaptable et malléable pour gérer la personnalité d'un joueur et encore plus d'un champion qui a son caractère, sinon il ne serait pas un champion, d'être un caractère extrême. Après, quand je dis désillusion, c'est que c'est pas tout le temps super agréable parce que justement, il y a des moments où tu es obligé de garder des choses, en toi parce que si tu sais que si tu dis certaines choses, fais certaines choses, c'est pas non plus, ça sera pas forcément bon pour la performance. Donc il faut savoir quand tu vas dire des choses, quand il faut le garder. Voilà, il faut gérer tout ça et c'est des choses qui, j'ai envie de dire, qui sont finalement banales pour, je pense, tous les entraîneurs, dont tu n'as pas forcément conscience au début, en fait. Et que c'est quand tu es dedans, tu peux t'apercevoir de ça. Et comment tu vis les montagnes russes au bord du terrain ? Il y a des moments, c'est pas facile. Clairement, il y a des moments, c'est pas évident, quoi. Et parfois, il a les nerfs qui lâchent. On t'a déjà vu quitter la tribune. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je suis parti plusieurs fois et parfois pas pour les mêmes raisons. La dernière en date, c'était à Leu, il me semble. Enfin non, la dernière en date, c'est la cérémonie de Vienne où je suis parti. Déjà, quand je décide de partir, c'est que c'est pas genre je me barre et ensuite dire à Daniil, tu vois, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, ou je suis pas content de ci. C'est juste, voilà, il y a une situation dans laquelle moi je suis pas d'accord, où je me sens pas à l'aise et j'ai le droit de ressentir ça, de pas être d'accord. Donc je veux pas la subir. Voilà, c'est une situation que je veux pas subir, donc je m'en vais. À Leu, pendant le match, en fait, on arrive à un point où il exprime une frustration extrême dans ma direction et en tant qu'entraîneur dans le box, tu peux pas répondre en fait, c'est très difficile. Ou alors il faudrait qu'on puisse se poser et avoir une discussion. Or ça c'est impossible. Si je réagis comme lui en gueulant pour qu'il la ferme, ça peut arriver une fois ou 2 fois.
mais ça va mettre de l'huile sur le feu encore plus. Donc c'est pas le but. Ça m'est arrivé de le faire par le passé et ça avait réussi en plein match parce que on n'avait pas, encore une fois, on n'était pas au même endroit du chemin et c'est là où le chemin évolue en fait. Donc comme je sais plus ou moins que ça va pas avoir un effet, l'effet attendu, l'effet escompté, ma seule possibilité en fait, parce que j'accepte pas de ce qui se passe jusqu'au bout du match, de rester comme ça alors que tu as un joueur qui pète les plombs dans tous les sens, eh bien je prends mon sac et je m'en vais tout simplement, quoi. Voilà. Ouais, tu peux rien faire d'autre. Et lui, il le prend comment quand tu fais ça ? Je pense qu'il le prend très bien parce qu'il est conscient qu'il faut bien qu'il se passe quelque chose, quoi. Sinon moi, j'accepte quelque chose qui est inacceptable et c'est pas bon non plus, je pense, dans l'absolu, quoi. Voilà. Et après, il y a la discussion qui suit ça, explication où j'exprime que ma colère ou mon insatisfaction ou mon désaccord par rapport à ça. Et puis lui il va s'excuser, on va essayer de comprendre comment on en arrive là, quoi, en fait. Comment on peut en arriver là, quoi. Vous arrivez à vous en remettre assez vite ? Parfois oui, parfois ça prend plus de temps parce que évidemment c'est difficile, même si j'essaie d'avoir moi du recul et que ça glisse sur moi ou que ça rebondisse, c'est pas tout le temps le cas, quoi. Et Vienne, c'est assez particulier parce que ça vient au moment de la remise des prix, parce que je suis lassé des célébrations et des speeches de Daniil en fait. En tant qu'entraîneur, j'aimerais assister à quelque chose de plus enthousiasmant, de plus chaleureux, plus de partage aussi. Et comme il n'y a pas ça, et que quand tu es là à attendre la remise des prix, et que ça peut être long à certains moments, et que tu sais qu'il ne se passera pas forcément grand-chose, et que j'aime pas ce sentiment-là d'attendre pour rien et de subir quelque chose qui ne me plaît pas forcément, je m'en vais, quoi. Voilà. Et là, je suis parti. Je ne dis pas que je le ferai à chaque fois, mais voilà, là, c'était... J'avais pas envie de rester. Je lui ai dit après le match, voilà. Et donc lui est libre de faire comme il veut, de faire ce qu'il veut. Moi, je suis libre de faire ce que je veux aussi, voilà. Et c'est toi qui lui avais conseillé de prendre une préparatrice mentale ? Ouais, c'est moi qui avait amené ce terrain-là. Étant un entraîneur et un ancien joueur qui a entrepris ce travail, pour moi en tant que joueur et personnellement, puis qui croit en tant qu'entraîneur que c'est quelque chose de nécessaire, qui me pose 1000 questions et qui me remet beaucoup en question, c'est quelque chose qui me paraissait totalement logique. Il n'y a même pas de discussion là-dessus, parce que je ne vois pas ça comme quelque chose de négatif, ou tu vois, les gens au départ, maintenant je pense que ça évolue, qui voient quand même ça comme quelque chose de « ouais, mais c'est parce que je serai faible ou que j'aurai des failles, etc. » Moi, je vois ça plutôt comme quelque chose de positif et au contraire de courageux, en fait, qui fait partie de la performance. Voilà. Et c'était notamment lié à la gestion de ces pétages de plomb et de ces émotions ? Entre autres, ouais. Entre autres, c'était le point de départ. Mais l'être humain est tellement riche et il y a tellement de dimensions à l'intérieur d'un sportif ou d'un individu que c'est très difficile même d'en parler, quoi, en fait. Pour donner une image, c'est comme la profondeur de la mer, en fait, ou de l'océan. Il y a plusieurs couches, en fait. Voilà. Je dirais que l'individu est composé de ça aussi, quoi. Et d'ailleurs, il est aussi nerveux à l'entraînement aussi ? Oui, il est pareil à l'entraînement qu'en match. Ouais. Une anecdote qui me fait penser, aussi dans notre communication, on est après l'Indian Wells cette année, on s'entraîne avec Silic dans un club et ils se font un match d'entraînement ou un bout de match d'entraînement. Et comme Daniil a toujours envie de gagner et que s'il ne gagne pas, tout peut le rendre dingue, mais qu'il faut gérer ça parce que tu sais que plus ou moins qu'au bout d'un moment, quand tu deviens dingue après chaque point perdu, ça te détourne de ton objectif, bien sûr. Même si, et c'est ça la contradiction pour lui, mais pour plein de joueurs, ce côté dingue, c'est aussi une ressource qui mobilise, tu vois, donc il faut pouvoir jouer avec ça, c'est-à-dire que si tu le calmes, que ça le détourne pas ou que ça l'éteigne pas, et en même temps qu'il puisse quand même un petit peu se calmer pour pas aller dans l'excès. Et là, ce jour-là, il pète les plombs. En plus, on est dans un club un peu huppé, donc t'as des gens qui ont quand même beaucoup d'argent qui sont là et qui voient ça. Je suis là à voir que ça peut partir et ça peut ne pas s'arrêter avec Daniil. La balle, elle vole dans le désert, dans le country club, etc.
Et là, je lui dis, oh, Daniel, c'est bon là, tu mets un peu le pied sur ça, quoi. Et là, il me regarde en me disant, mais quoi, t'as pas envie que je gagne ou quoi? Tu vois? Et là, c'est très marrant parce que voilà, c'est-à-dire qu'il va trouver lui un truc pour voilà comment ça fonctionne. Et là, je m'aperçois que effectivement, quand je lui dis ça, je me rends compte que là, lui, il va le prendre genre, mais attends, en fait, tu veux pas que je joue, tu veux pas que je gagne ce match d'entraînement, quoi. Ce qui n'était pas le cas, mais j'avais envie qu'il la ferme aussi. Et là, tout de suite, je lui dis non mais Daniel, regarde. Que tu t'énerves ou que ça te stimule de t'énerver, aucun problème, mais là tu balances toutes les balles dehors, on va plus avoir de balles, comment tu veux gagner? Comment tu veux jouer, il n'y aura plus de balles? Et là il me dit, ah ouais t'as raison, et il s'est calmé, et il a gagné. C'est trop marrant. Voilà. En fait, tu sais jamais à quoi t'attendre avec Daniel. C'est ça, en fait, et ce qu'il faut savoir avec Daniel, et j'ai cette image depuis très longtemps, c'est que je suis un funambule sur une corde à 300 mètres de hauteur et en train de tenir de la TNT en fait. Et je dois gérer ça au quotidien, faire attention à ce que à gauche ça me tombe pas de la main, à droite ça me tombe pas de la main. Voilà ce que je dois gérer au quotidien. Mais j'en sors par moments. Mais donc ça veut dire qu'il associe le fait de péter les plombs à la possibilité de gagner, comme s'il avait besoin de ça. Il a besoin de ça à certains moments, et c'est vrai à certains moments que c'est nécessaire. Je revois par exemple cette année où, après Hertogenbosch, après le match, donc il perd sur Van Rijthoinen, et puis il vient après le match et il me dit Gilles, t'es d'accord que je pouvais rien faire, il était incroyable aujourd'hui. Et je lui dis, écoute, ça dépend, est-ce que tu as envie d'entendre ce que tu veux entendre ou ce que moi je pense et ce que je pense être juste? Et il me dit, vas-y, dis-moi. Et donc je lui dis, écoute, pour moi, il a été bon, mais tu peux pas perdre 6-4, 6-1 en finale contre un mec comme ça. Et avec tout le respect que j'ai pour ce joueur-là, tu peux perdre 4-4, 4-6, ce que tu veux, mais tu peux pas prendre une raclée comme ça au deuxième. Pourquoi? Parce que pour moi, il manque cette énergie-là, cette révolte ou cet orgueil. C'est-à-dire que là, il a perdu, pour le coup, il a été lisse. Il s'est tenu, il était calme, très bien, mais il a pas réussi à allumer ce truc qui pourrait le faire passer dans une zone qui va le rendre peut-être dingue, mais bon, on peut être dingue, se révolter sans devenir complètement fou furieux, et c'est là le travail avec un professionnel qu'il a plus fait cette année par exemple, et qui lui a manqué à un moment donné. Et donc je lui ai dit ça, il n'était pas d'accord, mais bon, ça veut pas. Daniel pas d'accord, ça veut pas dire qu'il le prend pas. Tournoi d'après, à Le, il s'enflamme, mais là il a foutu le feu. C'est justement pour ça que c'est parti en vrille en demi-finale, et ça aurait pu partir en vrille avant les demi-finales il s'était mis dans cet état de, je vais dire c'est pas de colère, mais dans cet état de feu qu'il a réussi à mettre en place à Halle, et sur ses premiers tours, cet état-là lui a permis de passer, de gagner. Et quand il s'est mis dans cette situation de feu et qu'il n'a pas réussi à gagner, c'est là où il devenait dingue en fait. Et c'est là où c'était entre guillemets ma faute. Ah oui, je lui avais dit de te mettre en feu, si tu te mets en feu, tu vas gagner. Jamais j'avais dit ça, mais lui, il l'interprète comme ça. Ça l'arrange à ce moment-là. Ça l'arrange à ce moment-là, bien entendu. Mais voilà un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est ce côté-là qu'il faut réussir à avoir et à canaliser, quoi. Et parce que si tu n'es pas capable de le déclencher, il peut prendre des raclées comme il a pris à certains moments, quoi. Et où il n'est pas content quand moi je peux lui dire, lui signifier que là il a pas su allumer cette partie-là de lui, quoi, en fait. Mais l'allumer, c'est un danger. Voilà. Non, c'est pas tout ce que ça peut brûler. Ça brûle, t'as brûlé, t'as cramé la maison, quoi. Voilà. Donc la préparation mentale, ça a pris beaucoup de place dans ton coaching à toi aussi? C'est pas mon métier, mais j'essaie de travailler, de me former sur les techniques pour mieux coacher, c'est-à-dire dans la communication, de pouvoir véhiculer, avoir un canal de communication qui facilite l'échange sur le terrain, en fait. Et il faut une bonne dose d'humour aussi, je pense. Ça permet de désamorcer des situations qui peuvent être très tendues, ouais, clairement. C'est un bon outil, ouais, vraiment. Donc tu as commencé à voyager sur quelques tournois avec lui en 2016 et après vous avez commencé à plein temps après l'été 2017, c'est ça? C'est ça. Le premier tournoi que j'ai fait avec Daniel, c'est en 2015 à Marseille. À l'époque, j'étais pas du tout son entraîneur. Je co-dirigeais et co-manageais une association que j'avais créée avec Jean-René Nisnard. Donc 2015, je fais Marseille.
2016, je fais cette période sur gazon, donc Ilkley et les qualifs de Wimbledon. Je pars à Astana avec lui aussi en été sur un challenger. Et ça a été plus important à partir de 2017, où je suis devenu, à la demande de Daniil, son entraîneur, après l'US Open 2017. Et à ce moment-là, tu voyais déjà son potentiel de devenir numéro mondial, de gagner des... Pas vraiment, parce que j'avais pas l'expérience. Donc non, je pouvais pas du tout imaginer ça, vraiment pas du tout. Et à quel moment tu as commencé à y penser? Ou est-ce que vous avez commencé à y penser ensemble? Ça s'est fait progressivement? Je pense que non, et lui-même, il imaginait même pas être 30e mondial ou un truc comme ça, vraiment. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu non plus de dire voilà, l'objectif pour cette saison, ça va être d'atteindre tel niveau. Ça n'a jamais été comme ça. Aujourd'hui, c'est différent que d'avoir en début de saison avoir comme objectif de gagner des Master 1000, des Grands Chelems, ça oui, mais en termes de classement, de finir par exemple dans le top 3, top 5 ou top 8, j'ai envie de dire aujourd'hui beaucoup plus, mais à l'époque c'était trop aléatoire, trop inconnu en fait, pour pouvoir échelonner quel niveau il pouvait avoir en fin d'année. Maintenant c'est vachement précis, c'est aussi quand tu dis gagner un grand chelem, c'est être capable de battre tel mec. C'est ça, quoi. Voilà, c'est exactement. À l'époque c'était pas du tout le cas, c'était trop inconnu. Et donc quand est-ce que moi j'ai commencé à m'apercevoir de certaines choses? Plutôt courant 2018 ou fin 2018, où en fait quand il gagne Sydney, on était la semaine d'avant au Challenger à Playford à côté d'Adélaïde, et il perd au premier tour contre un mec 300 qui avait été 100e mondial, Matosevic. Il menait un set, un break ou un truc comme ça. Il n'était pas content de son niveau de jeu, donc pétage de plomb, bim, fini. Et j'avais eu une discussion le lendemain de sa défaite. J'avais évoqué certaines choses et où j'ai toujours eu cette sensation avec Daniil que quand je touchais juste, toujours, tout de suite, ça avait un impact en fait. Et là, après ce tournoi-là, discussion, et le tournoi d'après, il gagne le tournoi en ayant le petit truc que j'avais pu évoquer le lendemain de cette défaite à Playford. Et m'être rendu compte en courant d'année qu'il était capable de faire des choses inattendues en fait. Voilà, des choses inattendues. Gagner ce tournoi-là, gagner Winston-Salem et Tokyo sans finalement qu'il y ait de signes annonciateurs en fait. Voilà, tu prépares un tournoi comme ça et puis tu sais pas ce qui se passe, bim, il t'envoie le tournoi. Et donc ça m'a fait percevoir qu'il était capable de grandes choses en fait. Et qu'il se passe des choses en lui, dans sa progression, dans sa prise de conscience, dans sa maîtrise. Tu peux pas te dire ouais, ce tournoi-là il va le gagner. Non, ce qui doit arriver arrive, et puis ça arrive à des échelons. T'es ici et puis d'un coup il gagne un truc ici et puis ici et puis ici. Voilà, c'est... On sent la relation spéciale que tu as avec Daniil. Est-ce que tu devrais coacher un autre joueur maintenant ou dans le futur? Et comment tu t'y prendrais? Oui, je me vois complètement entraîner d'autres joueurs parce que j'aime mon métier. J'aime mon métier d'entraîneur, j'aime mon métier de coach, j'aime mon métier pour réussir à gagner en tant qu'entraîneur et à faire réussir d'autres joueurs ou d'autres personnes parce que c'est quelque chose de challengeant. Comment je m'y prendrais? Aujourd'hui, je ne peux pas y répondre parce que ça dépendrait vraiment de la personne que j'ai en face. Je vais me servir de ce que j'ai vécu avec Daniil, mais ça prendrait certainement une autre forme. Et je sais d'avance, ça me vient comme ça parce que je l'ai déjà entendu chez d'autres entraîneurs qui ont pu réussir ou faire réussir d'autres joueurs, dire « tu vois, avec ce joueur-là, je faisais ci, je faisais ça ». Pour moi, ça sera impossible de dire ça, c'est-à-dire que j'évoquerai même pas ça. En fait. C'est trop pénible. J'imagine tellement ce que ça pourrait générer chez l'autre que évidemment que je dirais jamais une chose pareille. Sauf si ça a un but d'inspiration pour le joueur, mais jamais pour se servir de tu vois il faut faire ci, tu vois je sais que j'ai raison parce que ça a marché. My way, no other way. Jamais. Oui, donc tu es vachement dans l'adaptation aux joueurs. Ouais. Et pour focus un peu plus sur toi, t'as toujours voulu coacher sur le circuit professionnel? Quand j'ai commencé à jouer au tennis, effectivement, mon rêve, mon but, plus que mon rêve, c'était d'être joueur de tennis professionnel. En tant qu'entraîneur, quand j'ai arrêté de jouer, est-ce que j'ai toujours voulu faire ça? J'ai envie de dire qu'au fond de moi, oui, mais les circonstances de mon chemin, quand j'ai arrêté, ont fait que je me posais la question, est-ce que ça sera possible un jour? Finalement, je ne savais pas du tout concrètement si c'était possible. En tout cas, sans m'en rendre compte, je pense que j'ai toujours fait les choses
à 100%, voire plus, et en n'étant jamais satisfait de mon 100% en fait. Donc c'est comme si mon 100%, il se gonflait à chaque fois pour pouvoir faire les choses encore mieux. Et cette mentalité-là, je pense qu'elle m'a fait rencontrer, avoir les bonnes opportunités de manière atypique, de manière hors des sentiers battus. Et donc finalement, j'avais ça au fond de moi en quelque sorte. Même à un moment donné où j'y croyais plus vraiment. Tu vois, c'est pas genre j'ai envie d'être entraîneur de haut niveau et tu arrives à être entraîneur de niveau. Ça dépend de tellement de choses en fait. Quand je vois dans mon parcours, il y a cette chose-là qui m'appartient, cette mentalité que je peux avoir et que j'ai toujours eue, et qui, je pense, est indispensable pour progresser. Cette chose-là m'a attiré les bonnes opportunités, les bonnes rencontres. Je pense que ça, c'est la base. En 2014, je me souviens, j'étais dans une période pas bonne. Personnellement, c'était difficile pour moi par rapport à différentes choses. Et je me souviens, je mangeais dans le club où on avait monté l'association. Et je mange un plat de pâtes et je lis un magazine, et c'était Richard Gasquet pendant une interview. Et là, j'ai un dégoût qui me monte et je lâche les pâtes, je ne mange plus et je ferme ce magazine et je me dis putain, de toute façon, j'arriverai jamais à monter au haut niveau. Je ne serai jamais entraîneur de haut niveau. Mais le dégoût était lié à ce que tu venais de lire en fait, il était lié à mon état d'esprit de ce moment-là, qui était difficile. Et de lire ça, je m'étais dit, mais en fait, comment j'arriverais à cet endroit-là, en fait. Ah, ça veut dire que c'était hyper important pour toi et que tu le voulais vraiment. Et voilà. Et donc, je me souviens très bien de m'être dit ça, de me dire, mais j'y arriverai, je vois pas comment j'y arriverai. Et puis, après, voilà, il s'est passé plein de choses qui font que j'ai pu et que je peux vivre ça, quoi. À quel âge t'avais quand tu as switché de joueur à entraîneur ? Quel âge ? Je suis en 81, donc ça fait 25 ans. Voilà. Et je sais que tu as voulu te lancer professionnellement. Ouais. À 18 ans, c'est ça ? Après ton Alors, bac ? ouais, complètement. Alors, pas après mon bac, puisque j'ai bradé le bac. Ah, t'as bradé le bac pour aller plus vite. En fait, en année de première, j'étais un bon élève jusqu'à cette période-là. Et là, je sais pas, il s'est passé des choses dans ma vie personnelle aussi qui font que je me suis rendu compte que les études avaient aucun sens pour moi à ce moment-là. Plus de sens à ce moment-là. Comme je suis quelqu'un d'entier qui fait les choses à fond ou pas du tout, j'ai pas du tout considéré cette année-là. Je me suis plus amusé que autre chose. Et je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie, qu'est-ce qui me passionne ? C'était le tennis. Je me suis dit, il n'y a que ça qui m'habite et qui donne du sens à ma vie. Donc, même si tout le monde, mes parents y compris, mes amis, mes profs me disaient, mais qu'est-ce que tu parles de tennis, t'as zéro chance, etc. T'as pas une personne qui t'a encouragé ? J'ai pas vraiment une personne qui m'a encouragé. Il y a peut-être ma mère qui m'a contrainte et forcée par mon désir et ma détermination, qui a forcément, à un moment donné, entre guillemets, laissé faire ce que j'avais envie. Donc j'ai suivi juste ce que j'avais au fond de moi et qui m'habite et qui m'a toujours habité. C'était ma propre liberté et mes propres choix, en fait. Et Dany, il est un peu pareil aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire que tu peux pas... et c'est aussi, je pense, pour ça que ça marche. C'est-à-dire que je suis capable de capter que vouloir l'enfermer ou lui imposer des choses, ça ne peut pas fonctionner. Parce que moi, j'étais comme ça. Et donc, j'ai suivi mon propre chemin comme ça, en partant aux États-Unis. Parce qu'en France, quand tu as 18 ans ou 17 ans et que tu parles de vouloir être professionnel, on se fout de ta gueule, t'es une pipe, t'es toutes ces choses-là, quoi, en fait. Et en partant aux États-Unis, où les gens te regardent pas du tout de la même manière, ils regardent ce que tu produis et l'énergie que tu as. Et donc, ça a permis de me développer en tant que personne pendant une année, parce que je suis revenu ici après. J'ai rencontré, pour le coup, à partir de là, une personne qui a été importante dans ma vie et qui m'a permis de me construire en tant que joueur, en tant que personne aussi. Les échecs que j'ai vécus en tant que joueur m'ont obligé à comprendre pourquoi, et ça c'était ma quête en fait, de me dire mais je pense que j'ai un potentiel pour réussir à atteindre mon potentiel, peu importe ce qu'il est, moins 15, moins 30, 3 centièmes mondial, au final, je m'en foutais. Ce que je voulais ressentir, c'était que je pouvais atteindre ce qui, moi, j'estimais être mon potentiel, ce qui me rendait heureux, etc. Et j'y suis pas arrivé pour différentes raisons que j'étais obligé de questionner et d'aller explorer, en fait. Et ça a été la richesse de mon parcours qui m'a apporté, j'ai envie de dire, toute ma force en tant que personne et en tant qu'entraîneur. Vraiment. C'est le noyau de ce que je suis en tant qu'entraîneur. Parce qu'après, je vais dire, entraîner
quand tu as été joueur, quand tu t'es vraiment entraîné sérieusement, il suffit de pas être débile pour, entre guillemets, savoir ce qu'il y a à faire ou avoir l'intelligence de t'interroger sur ce que tu pourrais améliorer dans tes contenus d'entraînement, dans ta façon d'entraîner, dans les techniques d'entraînement, tout ça. Enfin, ça, c'est le côté annexe et technique qui est, j'ai envie de dire, presque facile, comparativement à ce que moi j'ai l'impression d'avoir dû explorer à l'intérieur de moi en fait. Donc c'était ton destin en fait, t'aurais jamais pu être le coach que t'es aujourd'hui si t'avais pas eu ce parcours incroyable. Ouais, clairement, ça c'est sûr et certain. On dirait que la personnalité incroyable de Dany plus ton parcours incroyable, ça fait des étincelles en fait. Effectivement, je le pense en étant quelqu'un d'assez sensible aux relations humaines et aux énergies et aux connexions entre personnes. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui a joué et qui a été déterminant. Et j'imagine que tu commençais à être reconnu quand tu te balades, ou que ce soit sur les tournois ou dans la vie maintenant. Comment tu gères le succès? Alors, il y a un côté agréable, mais je suis quand même quelqu'un, je pense, d'assez discret et humble. Et il y a des moments, c'est un petit peu... Là, quand on était à l'hôtel de Turin, il y a beaucoup de monde et je sais que moi, c'est quelque chose qui est... je suis pas forcément tout le temps à l'aise avec ce côté-là parce que c'est ma personnalité aussi. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bonne prépa et merci. On vous suivra de près.